Chronique d'un monde, 4e portée, HTN3, la mort venue du Trias. Jeudi 24 août 2017. Le téléphone sonnait dans le bureau de Los Angeles. Il était 22 heures et le soleil avait laissé place à l'obscurité de la nuit dont le fond noir se trouvait entrecoupé par les faisceaux des réverbères et les lumières des buildings, accompagnés des phares des véhicules qui effectuaient leur balai incessant le long des rues, des boulevards et des autoroutes traversant la cité. Les lumières de la salle bordée de grandes baies vitrées venaient d'être éteintes quand la sonnerie avait retenti. Le laboratoire de recherche et d'analyse microbiologique San Gabriel Mount avait fermé ses portes depuis la fin de l'après-midi, derrière les derniers employés partis. L'endroit, neuf, inauguré quelques mois auparavant, avait obtenu la capacité d'abriter un laboratoire P4, permettant l'analyse et les travaux sur les organismes considérés parmi les plus dangereux de la planète. Le site avait été construit bien à l'écart de la grande ville et offrait au regard un design très épuré et New Age, avec ses courbes et ses angles formés de murs blancs et de longues baies faites de vitres uniques. La structure tranchait sur la terre jaunâtre et au milieu de la végétation dominée par les conifères. Elisabeth s'empara du combiné, laissant la lumière éteinte. « Elisabeth Goulding, j'écoute ?»« Elisabeth, ravi de vous avoir. J'avais peur que vous soyez partie. » La femme reconnut la voix du général Parker. Celui-ci, d'ordinaire plutôt affable, semblait cette fois-ci inquiété. « Général, que me vaut votre appel ?»« Nous avons retrouvé les sujets. »« Ah, très bien !» 3 Hérérasaurus étaient en fuite depuis quelques jours à la suite d'une erreur au labo du Centre de recherche et de développement du sonar. C'est une bonne chose. Oui, comme vous le dites. Les animaux ont été récupérés, ils sont vivants mais quelque peu affaiblis. Ça doit être normal ? Je ne sais pas. Peut-être. Écoutez, Elisabeth, je ne vous appelle pas juste pour vous parler des dinosaures. Dans ce cas, je vous aurais envoyé un mémo. La jeune femme resta muette après cette soudaine réflexion, quelque peu interdite. Elisabeth ? Oui, je suis là, général. J'attends. De quoi voulez-vous me parler ? Eh bien, il semblerait que nous ayons un problème. Mes gars sont sur le retour avec les animaux et l'un d'eux vient de me contacter. Ils auraient récupéré une femme. Une femme ? Oui. L'un des Hérérasaurus venait de lui sauter dessus. Elle est blessée, mais elle va bien, la plaie superficielle. D'accord. Mais, avec ce que vous savez, que doit-on faire ? Vous la ramenez au centre, bien sûr. Cela étant, nous savons que le virus n'est pas actif chez l'homme. Cependant, nous sommes dans l'obligation de nous occuper de soigner cette femme. Il faudra procéder à toute une batterie d'analyses. Placez-la dans une salle du centre de soins. Ne dites rien à personne. Avez-vous prévenu Stromer ? Pas encore. Je tenais à vous joindre en priorité vu que cela concerne des animaux que vous étudiez. Bien, je vais prévenir Emmanuel moi-même. Très bien. Dites à tous ceux qui verront cette personne de ne pas en parler. Nous attendrons qu'elle aille mieux pour savoir ce qu'elle a vu et ce qu'il s'est passé. Elle pourrait nous attirer des problèmes si nous ne gérons pas ça de la bonne manière. Alors prenez soin d'elle et prévenez-moi dès qu'elle ira mieux. Je veux des rapports sur son état dans des mémos toutes les heures. Faites passer le message au médecin sur place. Très bien, Elisabeth. Autre chose ? Sinon, je vais vous laisser appeler Stromer. Non, rien à ajouter pour le moment. Nous vous tenons au courant de la situation. D'accord, je vous laisse, général. Merci d'avoir appelé. La microbiologiste raccrocha. Qu'était-ce encore que cette histoire ? Qu'est-ce que cette femme pouvait bien faire toute seule en pleine jungle ? Se demanda-t-elle. Ce qu'elle espérait maintenant, c'était que Stromer allait décrocher et qu'il n'y aurait pas de problème. Jusqu'ici, tout avait toujours été et jamais les animaux n'avaient eu à agresser des gens, si l'on ne comptait pas les soigneurs et le personnel travaillant à proximité. Les incidents pouvaient arriver, comme dans toute structure de ce genre. Mais dès que cela concernait une tierce personne, tout pouvait s'emballer. Elisabeth se reprit et s'empara de son téléphone portable déposé au fond de la poche de son trench coat.
Elle se dirigea vers la porte de son bureau tout en pianotant sur l'écran tactile, avant de la fermer à clé et de se diriger vers le grand hall plongé dans une atmosphère entre chiens et loups, faiblement éclairé par endroits par quelques loupiottes de veille, ainsi que par les signalisations des sorties de secours. L'ombre de quelques palmiers trônant dans leurs pots géants s'élevait face à la baie qui se dessinait en arc de cercle où était implantée la porte tournante qui la mènerait à l'extérieur, là où les lumières de la grande cité étincelaient comme un feu d'artifice ininterrompu. Elisabeth passa aisément les barrières de sécurité grâce à son badge qu'elle présenta devant un capteur, déclenchant automatiquement l'ouverture des portes métalliques. Quelques pas plus tard, elle avait atteint le tourniquet qu'elle emprunta avant de se retrouver à l'extérieur. Durant la journée, l'accueil du labo regorgeait d'agitation et des agents étaient postés à l'entrée afin de prévenir toute intrusion intempestive. Lorsqu'Elisabeth se permettait de rester un peu plus tard à travailler et que tout le monde partait, le tourniquet était bloqué depuis l'extérieur et n'autorisait à pouvoir s'en servir que depuis le hall. Une fois dehors, ses cheveux mal noués se balançant sous le petit vent rafraîchissant la chaleur accumulée pendant la journée se dégageant depuis le sol, elle sortit un petit trousseau de clés de sa poche et enclencha l'une d'elles dans une serrure protégée par un boîtier dont elle venait de saisir le code d'ouverture. Une LED orange clignotait, indiquant que le système de sécurité était en fonction incomplète. La scientifique enclencha la clé vers la droite et la lumière orange laissa place à une LED rouge à sa droite. La totalité du bâtiment était à présent automatiquement sécurisée. Des gyrophares rouges clignotaient par endroits indiquant que la manœuvre avait bien fonctionné. Ceci fait, la femme gagna le parking à l'arrière en passant par un petit sentier dallé qui courait sur la terre sèche. Elle passa un petit talus, quelques travaux n'étaient pas terminés, et se retrouva sur le parking non bétonné où seuls quelques écriteaux marquaient les différents emplacements. Les phares du véhicule clignotèrent lorsqu'elle tendit la clé encore à quelques mètres de celui-ci. Sa voiture, un BMW X4 rouge, véritable bijou alliant ligne sportive et nouvelle technologie, était la seule encore à attendre sur le terrain nu. Elisabeth ouvrit la portière et s'installa au volant. C'est seulement une fois assise qu'elle se décida à joindre Stromer, le principal actionnaire du sonar et son supérieur hiérarchique. Elle déposa son smartphone dans l'encoche prévue à cet effet et demanda à celui-ci d'appeler Emmanuel. Le temps que la sonnerie retentisse, la scientifique jeta un coup d'œil vers le toit du bâtiment où avaient été installés des panneaux photovoltaïques permettant d'alimenter de manière autosuffisante les lieux. Du bruit s'échappa du combiné avant qu'une voix ne résonne. « Allô, Elisabeth ? Oui, monsieur Stromer. Désolé de vous joindre aussi tard, mais il faut que nous parlions. Aucun problème. Je ne faisais que regarder un film sans intérêt, je vous écoute. Les dinosaures échappés ont été retrouvés. Ah, c'est excellent ça. Oui, en partie. En partie seulement. Les animaux n'ont pas été retrouvés seuls. Elisabeth s'arrêta un moment, le temps de formuler ses mots. Alors, Elisabeth, continuez. Que se passe-t-il réellement ? S'impatienta Emmanuel. L'un des animaux était en train d'attaquer une jeune femme lorsque celui-ci a été neutralisé. Elle attendit une réaction, mais rien ne vint. Parker vient de m'appeler pour m'informer de la situation, reprit-elle. La jeune femme va être transportée dans le centre de soins. J'ai bien spécifié de prendre soin d'elle et qu'il allait falloir y faire passer une batterie de tests pour s'assurer de sa santé. Vous savez tout comme moi que les animaux étaient malades et que nous les préservions afin d'étudier le virus dans l'éventualité de développer des vaccins. Elle entendit Stromer s'éclaircir la gorge. D'accord, une situation très inhabituelle, dit-il, le son de sa voix comme voilé par un malaise. Bon, je pense que vous avez donné les bonnes instructions. Le virus n'est normalement pas dangereux pour l'homme, vous l'aviez certifié, n'est-ce pas? Oui, en effet. Bien, elle devrait donc aller rapidement mieux. Il faudra qu'elle soit rassurée. Je me chargerai du dédommagement. Nous pensions être parés à toute éventualité. Si ces gens faisaient correctement leur boulot aussi. Elisabeth pensait bien que Stromer parlait là des deux étudiants qui n'avaient pas su gérer Monstro et à Edouard, qui n'avait pas su gérer ses étudiants et au service de sécurité et qui avait laissé s'échapper les Ererasaurus à la suite d'une erreur de jugement de leur part. En effet, en tentant de maîtriser le Carnotaurus grâce à des fléchettes injectant un puissant tranquillisant,
Ils avaient laissé tomber l'animal sur un lampadaire qui s'était affaissé contre la clôture périphérique de la zone, permettant aux Herrerasaurus, dont la zone de confinement venait d'être explosée dans la confusion, de fuir dans la jungle. Depuis plusieurs jours, les équipes cherchaient après les animaux. Je vais réfléchir à une sanction adaptée pour le cas d'Edouard, étant donné que vous vous occupez des cas de Sonia et Pete. Laissez. Je vais moi-même y penser et je vous enverrai un mémo. Je dois trouver quelque chose pour chaque équipe ayant mal fait son travail. Vous les ferez appliquer. Très bien. En attendant, je pense qu'il serait judicieux que vous vous rendiez sur place. Je vous ferai parvenir un de nos avions. Vous êtes sûr que j'ai des tas de choses à faire ces derniers temps? Vous y travaillerez là-bas. Vous ne resterez finalement que peu de temps. Je dirais quelques jours, histoire que Parker et vous représentiez l'autorité nécessaire afin de garantir la sérénité de la zone pendant le temps où cette femme sera là. Il vous faut là-bas aussi juste le temps que les animaux infectés soient remis dans une zone adéquate. Déléguez durant ce temps au St. Gabriel Mount. Donnez des instructions à vos équipes. L'affaire de quelques jours ne retardera pas vos recherches. Il y eut un silence. Elisabeth ne savait pas si elle devait être exaspérée ou non. Stromer était le premier à mettre en avant le fait que les recherches médicales réalisées grâce aux dinosaures étaient une priorité et que rien ne devait pouvoir empêcher ce travail. Elle prit une lente inspiration. « Très bien, souffla-t-elle. Merci de votre compréhension. Je vais être un peu occupée les jours prochains. Nous préparons la présentation à la presse du parc parisien, et vous savez, avec cette nouvelle intelligence artificielle, nous avons du pain sur la planche. Tenez-moi au courant de l'affaire, je vous prie. »« Oui, bien entendu. Ce sera fait. »« Très bien, merci Elisabeth. Je vous réserve le vol. Je vous envoie rapidement un message pour vous informer de votre départ. Dès demain matin. Prévenez vos équipes. »« Oui, je le ferai, c'est sûr. » Sur ce, je vous laisse. Je dois retourner à mon programme si passionnant. À bientôt, monsieur Stromer. À très vite, Elisabeth. Emmanuel rompit la communication et Elisabeth resta sans bouger, assise sur son siège. Alors que les avancées dans l'exploitation des anticorps de certaines espèces permettaient d'entrevoir une solution à certains problèmes pathologiques, Stromer décidait de mettre ça de côté. Elisabeth n'en revenait pas. L'affaire de quelques jours pouvait considérablement ralentir les démarches et il suffirait qu'un seul de ces laborantins mette à mal une expérience pour que tout soit à rattraper. Elle ne sentait vraiment pas le coup de déléguer ici. Son équipe était toute neuve. Restant encore un instant à réfléchir à la meilleure manière d'agir, Elisabeth décida, alors qu'elle mettait en route le moteur de sa voiture, qu'elle stopperait les activités autour des recherches les plus avancées et que tout ceci reprendrait à son retour. Pas mal de travaux n'en étaient encore qu'à un stade préliminaire, il serait donc bien suffisant de faire avancer la recherche à ce niveau-là. L'étude du venin de Sinornithosaurus présentait quelques propriétés du fait des enzymes qu'il contenait qui pourraient laisser penser une action de ceux-ci permettant, si ce n'est de stopper, au moins de ralentir la dégénérescence cellulaire. Cela pourrait présenter un grand pas en avant dans la recherche d'un soin contre la maladie d'Alzheimer. Elisabeth se dit qu'il était temps d'entrer dans une phase de test sur quelques rongeurs. Ses équipes se chargeraient alors, en son absence, de relever toutes les informations relatives à ces essais. La voiture engagea une marche arrière, puis un demi-tour avant de sortir du parking, dont la barrière accoudée à un poste de surveillance vide ne fonctionnait pas encore. Le véhicule suivit le chemin menant jusqu'à la route qui serpentait le long des flancs de la montagne, traversant la forêt pour descendre jusqu'à la grande cité qui bruissait encore des agitations convulsives de ses habitants. Les phares du BMW X4 disparurent lentement derrière les épaisses branches de conifères, laissant à la nuit toute la place de s'étendre. Dimanche 27 août 2017. Le soleil n'était pas encore levé sur la jungle quand l'hélicoptère s'approcha de la piste à grand bruit de rotor. Les frondaisons s'agitèrent à l'approche de l'appareil alors qu'un garde attendait à côté d'une porte tandis qu'un agent agitait 2 loupiottes en avant de la zone d'atterrissage marquée par un cercle comblé d'un H. Délicatement, l'engin se posa sur le sol bétonné, laissant les rotors ralentir lentement leur tournoiement, alors que les bruits, d'abord assourdissants, cessaient d'animer la zone. Tandis que le silence prenait place, l'agent qui se trouvait près de l'accès se dirigea vers la porte de l'Eurocopter UH-72 Lakota et la fit coulisser. Vêtu d'un tailleur noir,
Elisabeth attrapa la main que lui tendait l'agent avant d'entamer sa descente et de poser ses souliers à talons sur le tarmac. Un léger vent agitait le bas de sa jupe. Elle regarda sa montre, 7 heures. Elle se sentait épuisée et ne pensait plus qu'à aller se reposer avant de demander à Edward de la retrouver le lendemain matin. Elle avait pris l'avion la veille depuis Los Angeles afin de se rendre jusqu'à Altamira, où l'attendait un hélicoptère affrété par le général Parker. Elle était certes très fatiguée, mais surtout très préoccupée. En effet, la jeune femme, après avoir pu s'exprimer succinctement auprès des services qui l'entouraient, était morte la nuit passée. Elle était restée inconsciente après qu'on l'ait récupérée et s'était réveillée la veille dans l'après-midi. Très vite, son état s'était dégradé, des symptômes semblables à ceux d'une grippe l'avaient envahie, puis emportée. Un appel du général en avait informé juste avant son départ pour l'aéroport. Elisabeth avait immédiatement demandé que des analyses soient faites afin de déterminer les causes du décès. À son arrivée à Altamira, la nouvelle était tombée. Le génome du virus retrouvé correspondait en partie au virus T des Herrerasaurus. Cependant, les composantes du microbe variaient de celui du virus de base, indiquant une combinaison avec un autre organisme viral, un virus aviaire reconnu comme étant H1N2. La mutation avait semble-t-il engendré un germe létal pour l'homme, et si l'on en jugeait par la rapidité de son action sur le corps de la demoiselle, celui-ci devait se révéler extrêmement virulent. Elisabeth avait donc demandé une inspection totale de la zone de quarantaine détruite par Monstro. Il était important de savoir comment un virus avait pu pénétrer dans la zone et se combiner au virus T. La porte en métal s'ouvrit devant elle alors qu'elle venait de traverser la piste circulaire perchée à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Le garde l'invita à entrer. Elisabeth se retrouva dans l'ascenseur qu'elle n'avait emprunté qu'une dizaine de fois par le passé. À chacune de ces venues, il s'agissait d'être là pour avaliser les expériences et de vérifier le bon déroulé des travaux. La scientifique laissait le soin à Edward, qu'elle considérait comme son bras droit, de diriger les expériences sur place. Elle avait aussi dû s'entretenir avec ses équipes sur place afin de détailler en direct les futurs projets et de motiver les troupes. Bien entendu, il y avait eu des vidéoconférences, mais elle favorisait toujours les réunions physiques dès qu'elle le pouvait. Le compartiment entama sa descente avant que finalement les portes ne coulissent sur elles-mêmes afin de laisser le passage sur la passerelle qui traversait la zone de loisirs dédiée au personnel. Une certaine obscurité plombait encore les lieux et la passerelle ainsi que les bâtiments autour affichaient des appliques de différentes tailles, illuminant, délimitant et indiquant l'emplacement et le volume de chaque élément du décor. Longeant l'un après l'autre la salle de sport, la piscine et le complexe cinématographique, Elisabeth finit par atteindre les quelques marches qui descendaient jusqu'au petit chemin terreux légèrement dallé menant jusqu'au bâtiment d'administration. Elle pensa à ce moment à ce qu'elle allait dire à Edward. Elle lui avait envoyé une convocation par mail la veille pour demain très tôt dans la matinée. Déjà, elle avait sommé les deux étudiants, Sonia et Pete, responsables de la fuite de Monstro, de partir quelques jours, le temps que Stromer voie avec le Code Spring Harbor Laboratory afin de statuer sur leur avenir dans l'entreprise. Les deux jeunes étaient partis 2 jours après les événements. Un hélico les avait menés jusqu'à Sao Paulo, là où ils pouvaient prendre un départ pour l'international. Pour Edward, Elisabeth avait dû négocier avec Emmanuel pour ne pas qu'il le vire. Elle avait juré de se porter garante par la suite, qu'il avait toujours été quelqu'un de confiance et de travailleur, et qu'un simple rappel des procédures suffirait. En attendant, il était en repos pour la journée et elle-même espérait en faire de même. À la suite du décès de la jeune étrangère, il avait été également convenu que tous ceux ayant eu à l'approcher seraient placés en quarantaine. La mesure était effective depuis hier, mais uniquement quelques personnes étaient au courant sur place afin d'éviter tout mouvement de panique. Avec les sanctions de mise à pied établies par Stromer et qu'Elisabeth était en charge de faire appliquer, l'équipe allait se retrouver réduite le temps de 4 jours. Tous resteraient dans leurs appartements ou partiraient à leurs propres frais rejoindre leur famille s'ils en éprouveraient l'envie en attendant de pouvoir travailler à nouveau. Les portes du centre s'ouvrirent au passage du garde qui l'accompagnait toujours. Ils prirent ensemble à gauche et rejoignirent les ascenseurs. Elisabeth remercia l'homme en tenue et se glissa dans une cabine qui venait de faire coulisser ses portes.
Elle se laissa porter jusqu'au 4e étage et guida son corps fatigué vers sa chambre habituelle, le regard fixé sur le fond du couloir, comme cerclé par un tube obscur conformant son champ de vision dans un angle obtus. Elle trouva sa clé dans une des poches de sa veste et se laissa aller à s'endormir tout habillée une fois sur le matelas drapé d'une couette blanche épaisse. On frappait à la porte. Mal réveillée, Elisabeth regarda l'heure sur le radio-réveil. Il indiquait 9 heures. La bouche sèche et la tête en vrac, elle tenta de rassembler ses pensées en se relevant sur son lit. On tapa encore 3 coups. « Oui, j'arrive !» dit-elle sans doute pas assez fort pour que l'on puisse l'entendre. Elle avait comme l'impression de sortir d'une beuverie et d'avoir du mal à recouvrer les idées claires. Elle avait chaud dans ses vêtements qui lui donnaient l'impression de la serrer comme dans un étau. Elisabeth déboutonna le haut de sa chemise afin de libérer sa gorge. Elle eut envie de se lever pour prendre un peu d'eau au robinet de la salle de bain lorsque l'on frappa encore et qu'elle perçut la voix du général Parker qui lui demandait d'ouvrir. Elle cligna des yeux plusieurs fois, mais malgré le jour qui s'était bien levé et la clarté qui pénétrait la pièce au travers de la grande fenêtre, une sorte de voile lui donnait une impression d'observer un vieux tableau dont les couleurs n'avaient pas supporté l'usure du temps. Au nouvel appel du général, elle se leva de son lit, les jambes chancelantes. La femme fut prise de légers vertiges qui la forcèrent à se tenir au mur pour atteindre la porte d'entrée. D'une main fragile, elle agrippa la poignée et la fit pivoter. La porte s'ouvrit sur le visage tendu du général, déjà vêtu de ses vêtements d'officier. « Je suis désolé de vous réveiller ainsi, Elisabeth. On m'a dit que vous étiez partie vous reposer, mais il se passe quelque chose. »« Quoi ? Qu'est-ce qui se passe ?» bégaya-t-elle, la tête encore enfarinée. « Laissez-moi entrer. Asseyez-vous, je vais vous montrer. » Laissant maladroitement place au général Parker, Elisabeth se recula contre le mur avant de refermer nonchalamment la porte. Elle vit l'homme se mettre devant la télévision qui faisait face au lit double. S'emparant de la télécommande, il l'alluma. Lise s'assit sur le bord du lit et, se rendant compte que ses lunettes pendaient autour de son cou, les replaça sur le nez. À l'écran s'affichèrent les images d'une chaîne brésilienne d'infos en continu, Globo News. Le général augmenta légèrement le son et ce fut en portugais qu'Elisabeth entendit la voix d'un reporter décrire ce qu'il voyait. Semblait-il juché sur un toit d'immeuble de quelques étages, l'homme parlait comme il le pouvait des hommes et des femmes qu'il voyait déposés à terre dans les ruelles d'une favela de Sao Paulo. Ces gens inertes étaient comme morts. Les corps traînaient là, au milieu des détritus et des excréments d'animaux, entre les baraquements de fortune. Des enfants jouaient encore non loin avec un ballon rafistolé alors qu'une femme habillée de haillons se précipitait vers eux, leur intimant certainement l'ordre de rentrer chez eux, un bras écarté du reste du corps, le doigt pointant vers les maisons pauvres. Un zoom avec la caméra permit d'observer plus en détail les corps. Des poules et quelques chiens évoluaient autour, certains cabots commençant même à lécher les joues de quelques personnes restées allongées. Elisabeth fut étonnée de ne voir aucune réaction de leur part. Pas un mouvement, pas un œil qui s'ouvre. La femme eut un haut-le-cœur lorsqu'elle se rendit compte qu'en effet tous ces gens étaient morts. Des agents en combinaison P4 venaient à leur rencontre. Des combinaisons qu'elle reconnut immédiatement, travaillant elle-même dans un centre de recherche de haute sécurité sur les agents pathogènes les plus dangereux du monde. Sa fatigue venait de s'estomper. La vidéo s'arrêta un court instant avant de reprendre depuis le début. Puis, l'image devint de plus en plus petite jusqu'à n'être plus qu'un encart à côté de la tête du présentateur qui expliquait que pour le moment, il s'agissait des seules images disponibles. Ça tourne en boucle depuis ce matin. Ils disent que des cas similaires ont été relevés à Rio de Janeiro. Mais qu'est-ce que... Ça m'a tout l'air d'une infection, de quelque chose qui se répand là-bas. Vous êtes experte. À la vue des images, vous serez capable de me le confirmer, non ? Oh, oui, sûrement. Désolé, je n'ai dormi que quelques heures. Mais donc vous dites que ça tourne sur les chaînes d'infos ? Sur celle-ci uniquement. Le gouvernement doit sûrement mettre la pression pour tenter de ne pas trop ébruiter l'affaire. Mais c'est la chaîne la plus regardée du pays ? En effet, mais le présentateur reste très vague. Des morts dans les favelas, il y en a tous les jours. Il va falloir attendre que d'autres informations nous parviennent. Si elles le doivent, ne comptons pas sur la télévision. Comment ça ? Internet va beaucoup plus vite et les pseudo-reporters sont très durs à filtrer. Nous pourrions avoir plus d'images sur le net. Vous avez sans doute raison. Accordez-moi juste le temps de prendre une douche.
Attendez-moi dans mon bureau et préparez 2 cafés, s'il vous plaît, dit-elle en lui indiquant les clés posées sur le lit. Très bien, ne tardez pas trop, suggéra le général en ramassant les clés et se dirigeant vers la porte. On se retrouve dans un instant. Parker referma la porte derrière lui. La page de navigation s'afficha et Elisabeth tapa quelques mots-clés. Brésil, mort, Rio de Janeiro. Mais elle ne trouva pas tout de suite ce qu'elle cherchait. Elle essaya mort dans les rues Brésil. Toujours des affaires de meurtre et de règlement de compte entre le gang. Lise était revenue auprès du général une dizaine de minutes après son départ. Elle s'était laissé le temps de profiter de l'eau tiède et de se passer des vêtements propres. Celui-ci l'avait attendue en préparant les cafés. Arrivée à son bureau, la microbiologiste s'était directement installée sur son siège, ouvrant l'ordinateur portable qui lui avait été mis à disposition pour les fois où elle venait au centre. Parker lui avait apporté sa tasse, qu'elle avait laissée, fumante, sur le côté de l'écran. Elle prit une gorgée et tapa de nouveaux mots. Elle se décida à risquer à inscrire « Brésil, épidémie mortelle ». Le navigateur afficha en une fraction de seconde une suite de sites et de forums dont les dernières nouvelles dataient du matin même et parlaient de morts mystérieuses à Sao Paulo et Rio de Janeiro. Elisabeth déplaça le curseur de la souris sur le premier lien et cliqua. La page du forum Osgeeks Reporter montrait une discussion entre plusieurs membres. Pensant tout d'abord atteindre le début de la conversation, Elisabeth se rendit vite compte qu'il y avait déjà 10 pages de dialogue depuis le début de la matinée. Elle feuilleta rapidement en lisant en diagonale les écrits des internautes. Tous parlaient de l'étrangeté des événements et postaient différentes photos des corps allongés sur le sol. L'un d'eux, à Rio de Janeiro, avait même pris une photo de son grand-père tout juste décédé quelques minutes auparavant, laissant un message de panique. « Au secours! C'est chez moi! C'est mon grand-père! Il a été malade depuis hier et là il vient de mourir. Ma maman n'est pas bien. C'est chez moi. On va mourir. » Elisabeth ne put réprimer un frisson qui lui traversa l'échine à la lecture de ces mots. Elle pensa à un enfant qui devait se sentir perdu, en détresse. Elle but une gorgée de café et se replongea aussitôt dans sa lecture, chassant presque immédiatement la tristesse et l'angoisse qui n'attendaient que de ronger ses pensées. Elle tomba au bout de quelques pages sur les écrits d'un homme disant avoir entendu des hommes de la protection civile parler devant chez lui. Ceux-ci auraient exprimé des craintes devant ce qui se passait. Des spécialistes qui étaient dépêchés sur place parlaient bien d'une maladie qui se propageait à toute vitesse. Plusieurs autres messages relataient des faits similaires. La microbiologiste referma le forum et tenta de chercher dans les vidéos de YouTube s'il y avait quelque chose. Parker restait derrière elle et regardait sans broncher. Elle ne l'avait pas vu, mais alors qu'elle avait tapé « Brésil, épidémie mortelle », une suite de propositions de vidéos s'était affichée en haut de page. Là qu'elle s'en apercevait enfin, elle regarda les titres sous les encarts et cliqua sur celle annotée de la mention « Especialitas assumen os corpos som aumentado Rio de Janeiro ». Au bout de quelques secondes de chargement, la vidéo se mit en route. Une rue miteuse se dévoilait au travers d'une porte en bois entr'ouverte donnant sur le petit matin. La voix de celui qui tenait la caméra résonnait au travers des haut-parleurs du PC. Elisabeth put comprendre plus ou moins ce qu'il semblait dire, alors que 2 personnes en combinaison s'affairaient autour de plusieurs corps. L'homme décrivait calmement la scène. « C'est depuis ce matin. Tout le monde a sorti ses corps à la demande des soldats qui sont dans la rue. Il n'y a personne comme ça chez moi, mais je ne sais pas si ça peut rentrer dans ma maison. Je n'ai jamais vu ça. » Puis il referma brièvement la porte au passage des 2 hommes portant une tenue militaire et armés. Puis l'homme revint sur les 2 scientifiques. L'un tenait le bras d'un homme étendu sur le sol poussiéreux, vêtu d'une chemise à rayures aux couleurs passées et d'un jean délavé. Puis le second sortit une seringue, prête à piquer le membre encore mou. « Attendez, qu'est-ce qu'ils font ? Qu'est-ce qu'ils font ?» La caméra zooma sur le bras jusqu'à ce que la seringue apparaisse en gros plan. L'homme planta celle-ci dans le bras et en retira une certaine quantité de sang. L'image resta fixée sur l'action durant quelques dizaines de secondes avant que la caméra ne coupe subitement. Sur le fond noir s'afficha alors un message. « Eu aumentei os som percebi que elles estavam conversando comme u otro ». Elisabeth comprit immédiatement et la vidéo revint sur les images de la prise de sang, les enceintes de l'ordinateur crachant le chuintement brouillon d'un audio poussé à son maximum. Quelques aboiements lointains se firent entendre ainsi que le chant d'un coq,
Puis les voix masculines déformées par les masques des deux chercheurs se firent entendre, mais pas assez distinctement pour ne pas disparaître de temps à autre derrière les différents bruits des alentours. Il y en a partout. Il semblerait. On vient de me dire qu'il y en a à Sao Paulo aussi. On serait sur quoi, à ton avis? On dirait une épidémie, due à un virus ou une bactérie, je ne sais pas. D'après ce que les gens disent ici, on dirait une sorte de grippe fulgurante. Nous en saurons plus lorsque nous aurons les résultats concernant le contenu de ce tube. Le second homme montrait alors l'objet regorgeant d'hémoglobine qu'il rangea ensuite dans un étui à l'intérieur d'une sacoche. Partons, ne restons pas ici. La vidéo s'arrêta là. Elisabeth tourna son visage vers le général alors que déjà une nouvelle vidéo apparaissait, dévoilant les corps de femmes et d'enfants étendus eux aussi dans une rue sale. Des pleurs jaillissaient depuis les enceintes. « Je crois que nous avons réellement un problème, » déclara Parker. « Je vais prévenir Stromer. Demandez-lui de venir. Sa place sera sûrement ici dans les jours qui viennent. »« Vous croyez ? » ?»« Oui. Il doit être là pour représenter l'entreprise. Il en est l'actionnaire principal. Si ces médecins ou ces chercheurs trouvent réellement quelque chose dans le sang de ces pauvres gens, ils en chercheront forcément l'origine et très vite. Nous sommes une société étrangère faisant des choses étranges sur leur territoire. Vous ne pensez pas que les autorités nous mettront sur une liste prioritaire des endroits où chercher ? Vous avez sans doute raison. Je vais appeler Stromer tout de suite. Se retournant vers l'écran qui affichait toujours la vidéo présentant les corps des enfants quasi nus allongés sur le sol au milieu des chemins défoncés et des détritus, la scientifique eut un léger haut-le-cœur. Précipitamment, elle referma le clapet et bientôt on n'entendit plus rien provenant du PC. Elisabeth but une nouvelle gorgée de café encore chaud sous le regard contemplatif du général qui ne bougeait pas d'un pouce et qui n'avait pas encore touché à sa propre tasse. Puis, la femme se leva et sortit son téléphone portable de la poche de sa veste noire. Elle tapota à 2 reprises sur l'écran tactile en s'avançant vers la grande baie vitrée du bureau et porta l'appareil à son oreille. « Allô ? Oui ? C'est Elisabeth. Écoutez, je crois que nous avons un problème. »